Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bienvenue pour ce live ce soir. Ce soir, écoutez, on va discuter des années passées. Des années passées avant ce 21e siècle, où justement on a pu avoir quelques archives sur pas mal de vidéos qui refleurissent du côté de YouTube. Alors ces fameux concours voilà, qu'il y avait dans les années 70-80, les salles d'arcade avec également voilà, les pin-up qui vous donnaient envie de jouer sur ces bornes à l'époque avec les flyers et les posters à l'entrée. Et puis bien sûr, voilà, les gens de plus de 25 ans, bien sûr, les gens de plus de 25 ans qui ont fini par acheter une Atari 2600 et puis ne sont pas devenus si demeurés que ça, vous allez le voir. Bah, tout simplement parce que ces personnes-là, certains voilà, sont devenus médecins, comme vous allez le voir dans la vidéo. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques images d'archives avec on va dire, des commentaires autour de ce qu'on va présenter. Alors, bienvenue bien sûr à tous les gens qui passeront parmi nous et qui regarderont le live en replay ou en podcast, hein, parce que c'est vrai que le format audio se prête bien aux émissions que je peux faire de temps en temps le soir, voilà. Après, j'espère que voilà, vous avez pu apprécier certaines discussions qu'on a pu avoir récemment. Je sais que la semaine prochaine, normalement, je prévois de faire un live autour de Micromania avec des personnes qui, pour le moment, je pense, seront présentes. On verra comment ça se déroulera au niveau, bien sûr, organisation, mais on en discutera. Quels sont vos souvenirs des magasins Micromania? Alors, bien sûr, ils ne ferment pas pour le moment, mais ça, c'est mal parti pour durer. Du moins en quantité, en chiffres par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais bien sûr lancer la vidéo tout de suite, les gars, pour qu'on puisse justement regarder ce que je vous avais préparé. Et puis, écoutez, on va débuter. Allez, c'est parti. Alors, au niveau des vidéos que je vais vous montrer, bien sûr, elles seront légèrement floutées parce que on n'aura pas forcément la possibilité de montrer l'image en entier vu que ce sont des archives voilà, qui sont présentes hein, dans les banques digites du côté comment dire, de studios français, de la télévision. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, voilà, à chaque fois de revenir sur ce qui a été dit dans la petite vidéo, pour qu'on en parle entre nous et puis qu'on essaye, voilà, de regarder de notre côté ce qui a été dit. Alors, on va essayer de faire ça avec la présentation, voilà. Alors, c'est une vidéo qui commence dans les années 70, où il n'y a pas forcément, en fait, de jeux vidéo encore. Et on parle un peu des salles de flipper, des bornes, qui sont vraiment au tout début. Et puis ensuite, vous allez voir que les télés vont arriver petit à petit. Et c'est assez extraordinaire de voir que le langage était assez fleuri, même dans les années 70-80, au niveau des directeurs de la distribution et de la communication dans les salles d'arcade et puis dans le monde du jeu vidéo où souvent vous aviez des entrepreneurs français qui rachetaient ces marques-là pour les distribuer en France et des gens qui étaient plus, on va dire, dans le milieu comment dire, de l'électroménager que dans le monde de la vidéo, de l'IFI ou même du jeu vidéo ou du jeu de société tout simplement. Ce téléviseur est un téléviseur couleur classique et pourtant il a une particularité, il possède des jeux électroniques. 4 jeux électroniques. Il suffit de commuter sur la position jeu et voilà. Oh.
Si le marché des jouets connaît quelques difficultés, et nous l'avons vu hier avec la fermeture de l'entreprise GG, celui du jeu de société, en revanche, est loin d'être saturé. Une famille sur deux ne possède toujours pas de jeu de ce type à la maison. Un nouveau venu cette année qui marche très fort, le jeu vidéo. Les 3/4 vendus en France sont importés d'Extrême-Orient et surtout des USA. Mais les Européens entrent à grands pas dans le marché. Un fabricant propose même des téléviseurs avec jeux électroniques incorporés. Petit frère du flipper et autres machines à sous qui ne se rencontrent à guère que dans les cafés, les jeux vidéo font leur entrée dans les salles de séjour. Même plus besoin de mettre un franc dans la fente, les machines à jouer chez soi sont intégrées ou couplées avec le téléviseur. Papa, tu viens jouer ? Pour 300 francs environ, les prix ont beaucoup baissé, le petit écran se transforme en terrain de football ou en court de tennis, les adversaires se renvoyant la balle grâce à une commande manuelle. Alors fini le rôle de la télévision à sens unique, de l'émetteur vers le récepteur, sans doute, d'autant que les innovations techniques n'en sont qu'à leur début. Alors ce qui est amusant en fait, c'est qu'on voit ces familles voilà, qui se réunissent dans le salon à l'époque et qui sont en train d'essayer voilà, de participer à une activité familiale autour d'un média qu'ils ne connaissent pas forcément encore. Et moi je trouve pas mal de similarités, vous allez le voir avec ce qui se passe aujourd'hui où justement les parents sont un peu largués également avec les jeux vidéo qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas forcément des gens qui sont habitués aux tablettes ou des choses comme ça. Donc bien sûr, vous allez voir qu'à travers la vidéo, petit à petit, les parents essayent de comprendre ce que font les enfants. On a une petite découverte à travers des machines. Et puis le fait que la télé soit également au centre de la famille déjà dans les années 70, hein, vous avez bien sûr un lien qui va se... comment dire, être plus proche des enfants vis-à-vis du jeu vidéo. Alors salut à Cédric Vidal, salut Yordax, salut à toi Lincoln. La bonne vieille époque, c'était tellement bien. Je sais pas si c'était mieux ou quoi, mais bon, voilà, c'était une époque vraiment, vraiment différente. Je mets la suite, les gars. Dans quelques années, voire 2 ans, nous aurons des jeux que tout le monde pourra avoir, qui sont des jeux intellectuels, qui seront des jeux type bataille navale, jeux de dames, jeux d'échecs. Nous pourrons jouer contre la machine et nous pourrons utiliser le petit ordinateur de ménage pour faire sa comptabilité personnelle, voire organiser ses vacances. Moi, je peux. Coucou. Un reportage qui nous vient de Tokyo. Au Japon, en effet, un nouveau jeu fait fureur, les envahisseurs de l'espace. Je ne vous en dis pas plus. Regardez bien. Le Japon est envahi par des extraterrestres et des soucoupes volantes. Il s'agit d'un nouveau jeu électronique qui fait fureur et qui fait des ravages, surtout chez les jeunes. Tout est fait ici pour harponner, conditionner, faire appel aux instincts agressifs, amoindrir aussi les réflexes des joueurs par un déluge de décibels. Alors on voit également qu'au Japon, bien sûr, le marché voilà, est en avance par rapport à ce que l'on a du côté de l'Europe et de l'Occident, avec bien sûr les machines qui sont fabriquées là-bas, et tout ce qui est bien sûr nouvelle borne d'arcade du côté des compagnies japonaises apparaît déjà du côté des salles d'arcade au Japon, et sont testées déjà pour voir comment le marché réagit. Et bien sûr, vous allez avoir du Pac-Man, du Donkey Kong, du Space Invader qui va arriver sur le marché. Et ce jeu-là, en fait, quand il arrive autour de 79, faut se dire que nous, en France, il n'y a pas grand-chose. Alors, dans la suite de la vidéo, vous allez voir la vidéo pack, l'Odyssey 2, vous allez voir également l'Atari 2600 et vous allez voir la manière dont sont présentés les produits par les distributeurs, et ça c'est vraiment comique, vous allez voir ça. Par le scintillement des lumières, par l'éblouissement des couleurs, par le jeu de la guerre et de la science. Des extraterrestres aux pinces de crabe tentent d'envahir la Terre, et pour défendre votre bonne vieille Terre, vous disposez de lance-missiles mobiles
et d'abris souterrains. De temps en temps, une soucoupe volante vient à la rescousse des envahisseurs et c'est à qui détruira les autres le premier. Au fur et à mesure que le dénouement approche, le rythme s'accélère. Alors il faut bien sûr de bons réflexes, de la rapidité, un peu de stratégie et beaucoup de désintéressement, car ce jeu ne rapporte aucune récompense. Ces envahisseurs ont déclenché plus qu'une mode au Japon, c'est une épidémie, un fléau national. Les tout jeunes s'y laissent prendre, ils volent même leurs parents ou leurs amis pour jouer, et certaines mineures se sont même prostituées. La pègre des grandes villes, toujours à l'affût, voilà une nouvelle source profitable de revenus. Elle tente de contrôler ces nouveaux jeux qu'on peut installer partout sans autorisation. Voilà maintenant un jeu plus classique dans l'informatique, mais tout à fait remarquable parce qu'il intègre énormément de choses. Je joue très mal, c'est une série de jeux qu'on peut... Alors, est-ce que vous avez relevé certains passages du côté de la vidéo de Space Invader, parce qu'ils disent que certaines adolescentes se sont prostituées pour accéder à ces bornes d'arcade et pour avoir de l'argent. Je sais pas si cette info elle est vérifiable ou quoi. Ensuite, on parle des Yakuza qui détenaient ces bornes d'arcade. Je pense qu'en fait, on est exactement dans ce qu'on relatait dans les vidéos précédentes, dans les lives qu'on a pu faire dans le passé. Et pour vous dire, ce documentaire qui date début 80, fin années 70 en France, présente le jeu vidéo quand même avec ce côté badass, si on peut dire. Voilà, je vous mets la suite tout de suite les gars. Programmé, vous voyez, là c'est un clown qui doit sauter et que je dois cueillir avec mon tremplin. Je n'y arrive pas. Alors, si j'y arrive pas, je change de jeu, je retire le cirque et je mets la course de chevaux. Alors sur la course de chevaux, j'espère gagner un peu plus. Ça coûte cher tout ça? 1000 francs. Qu'on peut ajouter sur n'importe quel poste de télévision? Oui, sur n'importe quel poste, il suffit de demander une adaptation. Voilà, je mets le jeu numéro 10 parce qu'il est beaucoup plus visible. Ah, il faut demander une adaptation pour... non, on peut le faire sans adaptation. Si vous voulez, comme j'ai fait, je me suis trompé là, vous voyez, mon cheval vient de percuter la barrière. Raymond Tortora, il pourrait refaire son tiercé là. Voilà. Ah bah, je ne dois être sur le mauvais cheval. Voilà, je saute un peu au hasard. Voilà Noël, j'ai réussi. Bien. Je vais vous laisser un dernier détail. Vous pouvez inventer vos propres jeux en remplaçant cette cassette par celle-ci sur laquelle vous pouvez écrire en langage de micro-ordinateur. Et pour garder votre jeu et jouer plus tard, vous l'enregistrez sur une cassette tout à fait normale. Ça c'est vraiment important. Et alors ce poste vous le gardez, on jouera après l'émission, mais ça a l'air si très vous voulez, marrant. Si vous voulez. Bien. Jean-Pierre Dinant nous présente depuis 3 jours les derniers perfectionnements en matière d'audiovisuel et surtout vidéo pour le grand public. Et comme vous le savez, avec la vidéo, on peut s'amuser, on peut jouer, gadget peut-être, mais très performant. Contrairement aux jeux qu'on a connus ces dernières années et qui étaient très simples et qui obligeaient à jouer toujours au ping-pong ou au tennis ou à la pelote basque, ce jeu est un jeu qui comporte à l'intérieur un micro-ordinateur, un microprocesseur et des cartouches interchangeables. On introduit donc la cartouche dans l'appareil et chaque cartouche donne la possibilité d'un ou de plusieurs jeux différents. Alors celui-ci par exemple. Celui-ci par exemple, eh bien, c'est le duel. Je peux jouer contre mon ami, je peux jouer seul contre l'ordinateur et à la limite l'ordinateur peut jouer tout seul et commander les deux joueurs. Selon vous, ça n'est pas un attrape-couillon, c'est le dernier perfectionnement de la technique en la matière. C'est-à-dire que c'est un perfectionnement technique mis à la disposition du public. Il y a environ 10 ans, on commence... Alors, lui, il est exceptionnel. Il est exceptionnel parce qu'il présente les gens, en fait... les gens. Il présente les gens comme des futurs acheteurs du produit. Et le journaliste demande si c'est pas un attrape-couillon, en fait, ce genre de produit. Non, mais c'est assez exceptionnel, tu vois, en fait, qu'ils ont aucune connaissance technique et au niveau des capacités de la machine. Ils sont simplement là, en fait, pour essayer de vendre le produit. Je trouve ça assez génial, en fait, la manière dont était présenté le jeu vidéo. Ça ne pouvait qu'aller dans le mauvais sens dans le monde du jouet. Alors, vous allez voir qu'ensuite, avec la vidéo pack, bien sûr, qui a été montrée juste avant, je crois que c'est juste après la vidéo pack, on vous présente le vidéo pack comme un micro-ordinateur. Pour vous dire à quel point, voilà, on est vraiment dans les débuts, en fait, du jeu vidéo et de la micro-informatique. Salut, cousin Hubert.
Voilà, c'est l'époque où Yann Moix a pris une raclée en arcade. Alors, même le Alors, vous allez voir également une personne dans la suite de la vidéo. Et là, t'as envie de dire à telle ou telle personne qui a peut-être mal parlé des gens qui ont plus de 25 ans que même dans les années 70 et 80, des gens ont réussi leur vie. Ça leur a pas empêché de jouer un peu et de s'abrutir sur des consoles de jeux et des salles d'arcade. Vous allez voir ça. C'est en parler dans certains magazines. Les ordinateurs feront tout pour vous, chez vous. C'était le futur, la science-fiction. Eh bien, nous l'avons, l'électronique à la maison. Ça a commencé par la télécommande pour notre téléviseur, et puis le programmateur pour le lave-vaisselle, pour notre cuisinière. Aujourd'hui, avec le microprocesseur, c'est la vidéo loisir. Autrement dit, l'ordinateur qui joue avec vous, chez vous. D'habitude, ce genre de jeu, on ne le trouvait en grand que dans les cafés, qui faisaient concurrence aux bons vieux flippers. Eh bien, ces jeux sont désormais miniaturisés. C'est la guerre dans l'espace, le grand match contre Borg, etc. Henri, ils reviennent! Henri! Appelle Nicolas! 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 Vous sortir maintenant! Mais attention, ça n'a rien à voir avec les mini-jeux électroniques que vos enfants ont déjà. Ceux-là refont inlassablement leur même petit programme. La vidéo loisir, c'est tout autre chose. Tout un jeu de cartouches plus un clavier vous offre une gamme de possibilités. Il ne faut même pas être calé en informatique. Avez-vous vu les gamins dans les stands de démonstration? Il leur faut 3 minutes pour tout comprendre, alors que nous séchons lamentablement pendant des heures sur la règle du jeu. Bon, vous êtes jeune, vous êtes bien portant, vous avez l'air sensé, relativement intelligent, et vous jouez à des jeux que d'aucuns qualifieront de stupides. Pourquoi? Pourquoi? Pour me divertir. On s'est présenté à la foire, où on m'a tout de suite sélectionné pour le championnat de France. C'est ça le problème. Vous avez gagné le championnat de France, vous êtes présenté au championnat du monde, vous avez terminé 2e, vous faites plus que ça. Quand même pareil. Je suppose que vous ne faites pas que ça dans la vie. Quelle est votre profession? Je suis médecin. Et qu'est-ce que vos clients, vos patients pensent de cet amour dévorant du jeu? À côté, la majorité de ma clientèle ne sait pas que je fais du Pac-Man. Hein. Et quand ils vont vous découvrir là maintenant comme un vrai fanatique du Pac-Man, comment pensez-vous qu'ils vont réagir? Bon, je pense que les clients, ils pensent que le docteur, il peut aussi avoir des loisirs. Hein. Donc vous avez entendu, la personne est quand même médecin. Si on peut imaginer en fait le statut en fait bien sûr de tel ou tel joueur dans les années 80 ou 70, je pense pas sincèrement qu'il y avait beaucoup de gens très très haut placés non plus qui jouaient à ces jeux, mais il y avait une chose qui rentrait en compte, c'est que tout simplement il fallait de l'argent pour acheter ce genre de machines. C'était des machines qui se vendaient autour de 1000 francs comme ils ont dit dans les magasins, rien que le système. Ensuite il fallait acheter des jeux qui coûtaient autour de 400 à 500 francs pour certaines consoles. Et puis alors c'est amusant parce que vu qu'il y avait très peu de jeux et très peu de gens également qui jouaient à l'époque, eh bien on avait des personnes qui étaient largement plus susceptibles d'atteindre des championnats du monde ou des choses comme ça, parce que il y avait moins de concurrence, il n'y avait pas de jeux en réseau, etc. Et quand vous voyez ces personnes-là qui sont présentes sur les émissions télévisuelles à l'époque qui ont plus de 25 ans, c'est là où tu as envie de montrer ça en fait justement à des personnes qui dénigrent un peu le jeu vidéo. Tu as envie de leur montrer que dans les années 70 et 80, on n'a pas attendu en fait un philosophe ou on n'a pas attendu un psychologue pour commencer à jouer à ces jeux. Ça n'a pas empêché les gens en fait d'avoir un très bon métier, d'être bien placés.
et puis également de faire des études de médecine, comme on peut le voir avec cette personne-là. Alors, je pense que le journaliste est un peu taquin, parce qu'il dit à la personne, hein, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous avez été à la foire. Alors la foire, c'est la fête foraine, hein. Et on vous a repéré, et puis vous avez fait les championnats de France, championnat du monde, vous êtes arrivé 2e d'ailleurs. Bon, tu vois que il est taquin le journaliste, mais quand il apprend qu'il est médecin, il ferme un peu, voilà, il la ferme un peu. Je vous mets la suite, les gars. Fabriqués pour la plupart aux États-Unis et au Japon, depuis peu distribués en France, ils suscitent l'engouement des foules. Les jeux électroniques sont devenus en moins d'1 an ce qui fait courir petits et grands. Alain Ledoux, vous êtes rédacteur en chef d'une revue spécialisée de jeux, et nous sommes là dans une situation très contemporaine. Ouais. La cheminée, on n'y fait plus du feu, on y met un poste de télévision et on branche des jeux électroniques. Alors qu'est-ce que c'est que les jeux électroniques ? Ah, c'est très vaste. La définition, ça serait tous les jeux où l'électronique intervient. Alors là, il y en a beaucoup, il y en a de différentes natures. L'électronique, c'est bien pratique d'abord pour remplacer un matériel très traditionnel. Plus intéressant déjà, l'électronique joue le rôle parfois d'un adversaire. On a un jeu d'échecs électronique. Les échecs ne sont pas nés avec l'électronique, ils sont nés bien avant. Mais là, nouveauté, la machine joue le rôle d'adversaire. On peut jouer donc tout seul contre la machine, aux échecs, aux dames, au bridge. Et troisième chose, alors là, c'est la grande majorité de ces jeux-là, ce sont des nouveaux jeux. C'est-à-dire que l'électronique joue à la fois le rôle de matériel et même de substance même du jeu. Des jeux comme ceux-là n'étaient pas pensables sans l'électronique. Moi, je trouve ça marrant de voir des petits trucs bouger sur un écran. C'est captivant, on est complètement excité quand on joue avec. Moi, j'adore les jeux d'aventure, où il faut faire quelque chose le plus vite possible. J'aime bien le temps, avoir une limite de temps dans un jeu. Est-ce que tu sais de quoi est constitué un jeu électronique ? À peu près. C'est-à-dire à peu près. De transistors et tout ça. Enfin, c'est compliqué. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas s'acheter des jeux électroniques parce que c'est trop cher ? À l'ancien... Moi, tout ça m'intéresse pas trop. Enfin, je sais pas, j'ai pas assez d'argent. Oh non, moi je peux m'en acheter. Enfin, j'économise. Enfin, je trouve ça assez cher quand même. Parce que c'est vrai, ce qu'a dit Isabelle, c'est vrai. On y joue très bien pendant un certain temps. Puis à pouvoir atteindre justement un jeu vidéo dans la rue, dans la poche, voilà, on essaye de montrer qu'en effet c'est tout à fait bien, c'est tout à fait cohérent en effet de participer à ce monde, hein, du jeu vidéo. Alors bien sûr, je pense que on était vraiment aux prémices, et c'est pas forcément cette époque-là qui a mis en valeur beaucoup le jeu vidéo. C'est plus en fait le bouche à oreille dans les cours d'école, et c'est là en fait où on s'est rendu compte que oui, il y avait certainement un marché. Bon, c'était pas évident pour tout le monde à la base, hein, certainement. Influence ou effet bénéfique, effet négatif. Regardez cette enquête de Michel Perrault. Abracadabra, le sujet va venir, vous allez voir. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 consoles vendues l'année dernière en France. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. Un mal qui répand la terreur parmi certains éducateurs et parents. Mon père, ça le fait rire, il aime bien, quoi. Bon, mon père, lui, il reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Ce qui est bien, c'est la difficulté. Plus c'est difficile, plus c'est marrant. On découvre beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est une façon assez moderne de s'amuser, de se détendre. Bon. J'aime bien comment ça... Alors vous
voyez que déjà à l'époque on met en valeur la difficulté, on met en valeur également le commerce vis-à-vis de ces machines-là, qui se sont vendues au tout début, années 81-82, autour de 240 000 exemplaires. Alors je sais pas de quelle console il parle, mais je pense que c'est sincèrement l'Atari 2600. On interviewe déjà les enfants parce que on considère que c'est un média de loisirs destiné aux enfants. On a les codes tout de suite, on met pas forcément en valeur l'adulte, sauf dans les compétitions comme tout à l'heure le médecin qui a parlé. Mais la direction marketing de ces consoles, c'est pour les enfants. Alors que dans les salles d'arcade, c'est considéré pour les adultes. Des jeux d'adultes justement où les gens se réunissent en buvant, en faisant la fête, en consommant de l'alcool, du tabac, etc. avec de la musique forte. Les enfants sont interdits d'aller dans les salles et donc ce qui est étonnant, c'est que ce sont les mêmes jeux qui atterrissent dans les salons pour les enfants. Alors je pense qu'il y a une forme d'éducation pour l'enfant en montrant justement ce qui va l'attendre dans le futur quand il va grandir et justement s'adapter plus rapidement au milieu des salles d'arcade. Les dirigeants marketing et les fabricants étaient très malins, parce qu'ils avaient compris que justement en installant dans l'esprit des enfants les jeux que tu pouvais trouver dans les salles d'arcade, ça leur donnait fortement envie d'y aller, même de façon illégale, accompagné d'un adulte, par contre en légalité, oui, mais si vous voulez, il y avait une forme en fait de façonnement de l'esprit déjà pour les enfants. Ça bouge plus parce que c'est jeu de réflexion. À un moment, ça commence un peu à être énervant, mais sinon c'est bien. Bon, alors une idée bien qui concerne les jeux, il y a 3 jeux différents, soit Donkey Kong, soit Zaxxon, d'accord? Qu'est-ce qui dans ces jeux peut à ce point solliciter leur intérêt et leur attention? Une enquête de la Sofres réalisée auprès de 250 enfants de 7 à 14 ans nous apprend que la majorité d'entre eux aiment être ainsi projetés dans un autre univers, surmonter les difficultés et surtout réaliser des performances toujours supérieures. Avec le jeu vidéo, ils participent, et ils participent avec passion. Et il y a une espèce de compétition avec soi-même, ils veulent se vaincre eux-mêmes, ils veulent gagner, ils veulent réussir. Et à partir du moment où un enfant veut réussir, évidemment, il y a un dynamisme absolument extraordinaire qui existe en lui, et je trouve que c'est excellent. Vous avez vu, déjà, on met en valeur le côté évasion de l'esprit et défi également. C'est-à-dire qu'on veut réussir dans le jeu, il y a des psychologues qui s'intéressent déjà début années 80 à ce phénomène-là. C'est incroyable. Alors, salut aux nouveaux arrivants dans le chat. C'est vraiment une émission tranquille ce soir. Salut Hack84 et salut X-Ray. Bien sûr qu'on était badass, nous enfants des années 80, on n'avait même pas 10 ans qu'on fréquentait les salles d'arcade. Ouais, tu es en VOD sur ta box orange, tu rattraperas le début. On va pas faire comme la Ligue 1 avec Nasser. Je comprends pas. Dans ces jeux, c'est le fait que ça se joue avec un écran très près du visage. Alors là, effectivement, au bout d'une heure de jeu, les enfants peuvent souffrir des yeux. Sinon, ces jeux sont très intéressants et très amusants pour les enfants. Nous autres, adultes, on n'est pas habitués à ce type de jeu, alors on les regarde d'une certaine façon. Mais pour l'enfant, c'est quelque chose de naturel, de normal, ça fait partie du monde qui l'entoure, c'est pour ça qu'il faut qu'il le comprenne et qu'il le connaisse. Et je crois qu'il l'adapte bien dans sa vie, il ne lui apporte pas trop d'importance. Pour lui, c'est la même chose que de jouer au cow-boy dehors. Il y apporte un temps. Je crois que l'enfant a une attitude beaucoup plus raisonnable que l'adulte face aux jeux vidéo. Alors, si certains adultes s'inquiètent autant de ce phénomène, ne serait-ce pas en réalité de peur d'être surpassés par leurs propres enfants?
Alors, l'enfant a une attitude beaucoup plus raisonnable que l'adulte. C'est un peu comme jouer au cow-boy, dit-elle, en fait. Alors, je sais pas si c'est une psychologue ou... Alors, le journaliste dit, est-ce qu'ils n'auraient pas peur d'être surpassés par leurs propres enfants au niveau défi du gameplay? Parce que, tout simplement, je pense que moi j'ai vu des parents essayer de jouer à certains jeux, ils étaient complètement largués, ils comprenaient pas comment se diriger, comment tirer, pourquoi on doit faire ça et pas ça. C'était un nouveau système à l'époque. Alors, est-ce que vous voyez des similitudes avec vos enfants que vous avez aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez que c'était vraiment différent à l'époque? Moi, je pense que c'est exactement la même chose. Les humains réagissent de la même manière face à un nouveau jouet, un nouveau concept, une nouvelle idée. Ils ont exactement la même façon de réagir, et bien sûr, les gens qui sont déjà assez excités dans d'autres domaines vont justement... limite en fait devenir encore plus excité avec le challenge et la vidéo justement où en animation tu peux voir ton personnage se déplacer. On sait également que dans le futur on a décelé quelques maladies qui ont été définies par l'utilisation trop grande de l'écran avec les crises d'épilepsie ou des choses comme ça. Peut-être des choses qui étaient moins fréquentes au niveau des enfants dans les jeux de société. Je pense pas que c'était plus par rapport aux lumières et aux couleurs agressives justement sur l'écran. Et c'est vrai qu'au Japon, vous avez vu la taille des manettes du côté de la NES quand elle est sortie. Au Japon, les manettes sont extrêmement courtes du fait que déjà ils ont peut-être moins de place pour vivre, mais en France, on n'a pas eu forcément au tout début non plus sur les micro-ordinateurs des manettes extrêmement longues, et les gens jouaient très très près de l'écran. L'écran, faut savoir, du salon faisait parfois 60 cm ou 40 cm pour certaines familles. Et dans les années 80, quand vous aviez un téléviseur et un gamin de 6 ans ou 7 ans qui jouait à ras de l'écran, je pense qu'en effet ça a causé des problèmes de vue à long terme. Et le jeu vidéo n'était pas forcément recommandé non plus par les ophtalmos, je pense. Salutations Nitro FC. L'enquête sur les fêlés de la console, Ludovic Place et Sergio Rosen. Tous les ans, quelques jours avant les fêtes, les enfants adressent au Père Noël leur liste de cadeaux. Cette année, numéro 1 des commandes, les consoles de jeux vidéo. La console Nintendo. Puis c'est tout. Je donne pour les enfants, je donne ce qu'ils demandent, c'est tout. C'est tout effectivement, car pour Noël, la console à elle seule fait un boom. Cette machine hybride, compromis entre les jeux électroniques et l'ordinateur, affranchie du téléviseur, a conquis les enfants. Entre mai 90 et mai 91, les ventes ont augmenté de 319%. L'enfer du jeu a commencé dans des salles comme celle-ci. Désormais, écran et manettes sont miniaturisés, les enfants jouent à domicile. Ouais, salut à toi, ça va de gracieuse. Alors, hello, le chat, mon père n'y comprenait rien. Par contre, il jouait avec moi à Tetris et Dr Mario sur Super NES. Il aimait. Il avait 80 balais, et il a toujours 80 balais, aujourd'hui, et il joue encore aux consoles. Bah, c'est pas mal du tout, en effet, hein, c'est une belle performance. C'est un peu le AHL de ta famille, donc ton papa. T'avais beaucoup de place dans ta chambre, je devais jouer presque à ras de l'écran, à X-Ray, à cause de la manette ou à cause de ton envie de jouer, tout près de l'écran tout simplement. Je pense que voilà. Alors, est-ce que je répare les PC Engine Duo? Je ne répare que les PC Engine U-Card. Le format CD, je le répare pas, non. C'est-à-dire que... Alors, Nico34, lui, il pourra peut-être t'aider, oui, en effet. De ce côté-là. Alors, on passe directement, vous avez vu, en 91, où tout de suite, voilà, les enfants sont sur les light guns de la NES, avec les attaques de canards qui passent à l'écran avec Duck Hunt, et puis il y a eu des jeux de cow-boy
du côté de la NES, qu'on a vu également dans Retour vers le futur, où on pouvait tirer sur l'écran, mais ça s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'on n'a pas été forcément plus loin. Pour ma part, j'ai jamais été attiré par le gun de la NES. Je sais pas vous de votre côté, mais la Nintendo, qui avait cette histoire avec les flingues et les armes, a essayé de mettre ça sur la console sans plus, hein, ça n'a pas allé plus loin. Maintenant, à l'époque, ça choquait pas. Ça n'a pas choqué les psychiatres, les psychologues de voir des enfants jouer avec des flingues pour les initier aux armes sur console de jeu. Tout comme à un moment donné, on s'est posé la question si c'était bien ou pas de donner des armes dans les magasins de jouets qui ressemblaient trop à la vérité au niveau des armes d'attaque AK-47, mitrailleuses, etc. Par rapport à leur agressivité. Mais toutes ces questions se sont posées autour de, en effet, 92-93. On en parlait dans le live avant-hier, où justement on disait que Bowling for Columbine, en fait, ça a été un peu un marqueur dans le temps par rapport aux jeux vidéo et puis aux armes. J'adore ça, c'est ma passion. C'est comme un compagnon, quoi. Bah, comme moi comme je suis tout seul, j'ai pas de frère, bah ça remplace, quoi, c'est amusant. Dès que je me réveille, je joue directement au jeu. Tant bien que mal, les parents essaient de suivre le mouvement. Hormis quelques grognons, tous apprécient les jeux, et même un peu plus. Très petite fille maintenant, je pense que je serais passionnée, oui. Ce qui m'intéresserait, c'est que mes parents aient beaucoup d'argent et me payent les choses qu'on branche sur la grosse télé. Et je crois que j'y serai longtemps. Je ferai pas beaucoup de devoirs de vacances, d'école et tout ça. Hein. Alors faut vous dire un truc, c'est qu'à l'époque les consoles également, ça permettait pour les gens un peu seuls, voilà, de s'extérioriser, de jouer et de s'occuper. C'était un peu une nourrice facile, hein, pour les parents. Un peu comme ce qui s'était passé du côté des films vidéoclubs, où parfois on mettait un film aux enfants pour les occuper. Les consoles sont rentrées dans la famille et puis ont occupé les gamins. Dites-vous un truc, c'est que tous les gens que vous voyez là, alors pas ceux des années 70, qui ont vendu ces consoles-là, qui ont également promu et distribué et fabriqué ces consoles-là, qui sont peut-être malheureusement décédés parce que vous avez vu l'âge des communicants du côté de l'Atari 2600 ou du Vidéopack qui avaient déjà une soixantaine ou une cinquantaine d'années. Malheureusement, ces personnes-là sont certainement plus de ce monde. Mais tous les gamins que vous voyez là, dans cette vidéo-là, du côté d'un Toys R Us, des Galeries Lafayette, du Printemps, de la Samaritaine, tous ces gens que vous voyez dans ce documentaire, c'est vous en fait. C'est vous aujourd'hui qui avez une quarantaine d'années, ou même proche de 50, et les parents qu'on voit là, en fait, aujourd'hui, voilà, ce sont des gens comme, la personne de la famille de Savate Gracieuse, justement, qui ont amené ces enfants dans ces magasins-là, découvrir la NES, découvrir la Game Boy également. On est dans la vidéo en 91, donc il y a toutes ces consoles-là qui sont présentes au niveau du marché. Et il y a la Master System, bien sûr, qui était là. Et les micro-ordinateurs sont pas dans les magasins de jouets, par contre, hein. C'est dans les magasins hi-fi, stéréo, électroménager. On a un peu de Carrefour et un peu de Continent qui vont commencer à mettre des micro-ordinateurs, mais c'est pas le cas forcément. Par contre, dans les magasins de jouets, vous avez le côté Nintendo, vous avez le côté Sega, et puis Atari qui disparaît petit à petit, hein. Déjà en 91, vous avez compris qu'on est passé à une autre époque, hein. Ce que je peux voir là sur l'écran qui est là à ma gauche, c'est que ça paraît stupide. On voit des petits bonhommes qui sautillent et on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On est obligé de le freiner quand même, quoi. Il ferait que ça, quoi. Mais bon, ça lui passe bien le temps, il cherche des trucs. Pour l'heure, un foyer sur 3 possède une console. Les jeunes passionnés y consacrent en moyenne 1 à 8 heures par jour.
vous avez des enfants qui sont assez timorés en eux-mêmes, de leur donner une console, ils s'éclatent complètement. Il suffit de les voir ici quelquefois, là, d'ailleurs il faut faire la guerre, parce que c'est vraiment, ils sont à ce moment-là très animés, là. Ils se défoulent en quelque sorte, là. Ça semble a priori attractif, et puis on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de marge de progression. Contrairement à un micro-ordinateur qui permet de progresser. Progression, les fabricants, eux, y sont contraints, la concurrence est acharnée. Alors vous voyez l'âge des vendeurs spécialisés à l'époque dans les magasins de jouets, ce sont des gens qui ont fait carrière depuis des années à travers les jouets en bois, les Lego, les Playmobil. Ils ont une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années déjà en 91. Et aujourd'hui, vous voyez que malheureusement ces gens-là, ils sont peut-être encore une fois décédés ou ont 75-80 ans. Non mais c'est triste en fait de voir les gens qui ont vendu ces produits-là à l'époque ne sont plus de ce monde. Faut vous dire que l'histoire passe vite. Et à l'époque, quand on vend la NES, qu'on vend la Game Boy, même en 91, 92 ou 90, les parents sont encore dépassés. C'est-à-dire que les parents qui ont amené en fait leur gamin acheter une NES ou une Game Boy n'ont pas forcément joué à l'Atari dans les années fin 70, début 80. C'est-à-dire que c'est pas forcément un héritage qui va être laissé aux parents pour acheter la NES, ce sont les enfants qui se hype à travers les réseaux au niveau de l'école, au niveau du sport, qui pratiquent avec leurs copains, qui vont se hyper également en allant aux anniversaires où ils découvrent qu'il y a une console qui existe parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'il y a des parents qui interdisent de regarder la télé. Les enfants qui à l'époque ont autour de 7, 8, 9, 10 ans, ils n'achètent pas de magazine à la librairie, sauf si les parents veulent bien leur en acheter un par hasard. Mais les gamins ne lisent pas la presse informatique ni la presse au niveau du jeu vidéo, qui n'existe pratiquement pas au niveau des consoles. C'est-à-dire qu'à l'époque, la micro-informatique avec Tilt, ça existe. Il y a des magazines également du côté de Génération 4 ou également d'autres magazines qui arrivent. 91, c'est un tournant pour la presse parce qu'on met en place Console Plus, Joypad, des magazines spécialisés au niveau des consoles de jeu. Alors qu'avant, Tilt faisait un peu les deux, mais il mettait un peu de côté quand même les consoles. Et pour vous dire, aujourd'hui, on parle beaucoup d'héritage, préservation du patrimoine, etc., etc. Il faut se rappeler que sur 10 ans, entre 1980 et 1990, il n'y a pas eu de passage de torche, comme on aime bien dire, d'héritage par rapport aux parents qui ont montré les consoles aux enfants. Les enfants se sont créés eux-mêmes une nouvelle génération vis-à-vis des consoles de jeux. C'était pas un média qui était extrêmement répandu dans les familles. Si vous avez les chiffres au niveau des ventes, c'était moins d'un foyer sur 3 qui avait ce genre de jeu autour de 82-83. Après, il y a eu le crash au niveau de 83 où les gens ont arrêté de jouer. On a recommencé à jouer autour de 87-88, et les 5 ans qu'il y a eu où ça a été le flou en Europe, on est plus passé du côté des micro-ordinateurs. Il n'y a pas eu cet héritage vis-à-vis des enfants qui sont nés de ces parents qui jouaient à l'Atari 2600. Et 91-92, comme je vous dis, les enfants se sont créés une nouvelle génération. Comme en 2000 ou 98 ou 97, les gens se sont créés une nouvelle génération autour des mangas, de Pokémon, de Dragon Ball, alors que voilà, pas forcément les gens qui sont nés en 70 se sont intéressés à ce phénomène-là. Moi j'étais assez étonné de voir que des gens s'intéressaient au POG, là, les cartes à retourner, qui étaient une copie des Panini mais beaucoup moins bien, que les gens s'intéressaient aux cartes Pokémon, et que aujourd'hui des gens qui ont 40-45 ans s'intéressent encore plus à ces cartes-là. C'est un phénomène que moi j'ai jamais compris parce que c'est pas ma génération.
comme les gens qui ont adhéré à du Harry Potter, alors que nous c'était la guerre, Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, tout ça. Je veux dire, tous les films un peu édulcorés qui sont arrivés début 2000, fin 90, moi sincèrement ça m'a pas forcément marqué. Et on n'a pas réussi. C'est pas qu'on n'a pas réussi à transmettre en fait. C'est qu'on n'avait pas envie en fait de transmettre quoi que ce soit à l'époque. C'était pas dans notre éducation. Et quand tu as une NES ou quand tu as une Game Boy, tu regardes pas en arrière déjà parce que malheureusement l'Atari 2600 et Videopack et les consoles Pong, c'est vraiment la préhistoire par rapport à ce qui est proposé en 91. Voilà. Alors, tu dis, ça va être gracieux, je sais pas si vous vous souvenez de l'accessoire NES pour verrouiller le port cartouche. Aïe 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 aïe. Bien sûr que je m'en souviens de ça. Je m'en souviens parce que j'avais des copains au collège, leur mère en fait verrouillait la console. Pour pas qu'ils y jouent tant que les parents n'étaient pas rentrés le soir. Mais ils avaient trouvé une façon en fait de le détacher et de le remettre en faisant croire en fait qu'il n'avait pas été enlevé. Ah ouais, je m'en souviens bien de cette histoire-là, ouais. Et je crois même pas que c'est Nintendo qui avait vendu ça officiellement. Je crois que c'est un constructeur indépendant, je crois, qui avait fait ça pour la NES, pour justement permettre aux parents de surveiller. Parce que ça se faisait beaucoup, ça. Les espèces de cadenas, les portes avec des clés sur les téléviseurs à l'époque également. On empêchait les gamins de regarder la télé avec des portes sur les chaînes de télé, les petites roulettes ou le bouton power qui était fermé. Et nous, étant gamins, on avait 6, 7, 8 ans. Je me souviens qu'avec ma soeur, le matin, on aimait bien regarder la 5 avant d'aller à l'école primaire. Et on nous interdisait de nous lever à 6h du mat pour regarder les dessins animés, genre Robotech. Ma soeur, elle regardait ses séries à elle. Genre, vous savez, il y avait Jeanne et Serge, il y avait Princesse Sarah, il y avait je sais plus quoi d'autre là. Et donc, moi je voulais absolument regarder Robotech le matin avant d'aller à l'école primaire. Je regardais tous les épisodes. Et quand je me levais le matin et que je prenais les clés, et que malheureusement il repassait un épisode de la veille ou de la semaine d'avant, j'étais dégoûté. Ouais, mais ça c'est une autre époque, hein. Mais aujourd'hui, voilà, il y a le contrôle parental sur les télés avec les codes également, hein, voilà. Des consoles, que ce soit Sega ou Nintendo, puisque ce sont les deux leaders aujourd'hui sur le marché du jeu vidéo, bien sont vendus prix d'achat plus TVA, point. Les consoles vendues au prix coûtant, ce sont les cassettes, 400 francs en moyenne, qui rapportent de l'argent aux fabricants. Les enfants ont trouvé la combine pour dépenser moins, ils s'échangent leurs jeux. La chute des ventes n'est pas pour autant encore programmée. Certains magasins de jouets ressemblent à des supermarchés. Chez Toys R Us, le grand distributeur américain, les jeux vidéo japonais envahissent bien entendu les rayons. Des centaines de titres, des linéaires entiers de cassettes pour les jeux portables, les Game Boy, ou pour les consoles fixes, Nintendo ou Sega, des noms désormais familiers à tous les gosses. Ici, vous avez tous les jeux Game Boy, c'est-à-dire que les logiciels que vous trouvez sur la gauche, ici, sont spécialisés pour les... Salut Septic Flash. Alors vous voyez à l'époque, les Game Boy et puis les consoles Nintendo sont en place dans les magasins de jouets Toys R Us. Et on peut voir que voilà, les prix sont assez élevés. Alors là, on est plus après 91-92, c'est-à-dire qu'on a quand même passé une étape au niveau du marché. Il y a des stands énormes dans les magasins. Et la Game Boy se vend extrêmement bien parce qu'il y a ce côté vacances, transport, ce côté également détaché, on peut jouer dans le lit sans demander la clé de la télé aux parents, sans brancher la console non plus sur la télé dans le salon. Quand les parents regardent un film, on peut jouer à la console. Faut voir tout ça, hein. Faut voir tout ça à l'époque, hein. On n'avait pas de télé dans les foyers ou des choses comme ça. Ça nous permettait, la Game Boy, de nous évader. Et justement de pas avoir les parents sur le dos et d'être tranquille dans notre coin. Et carrément la prise casque pour écouter les jeux au calme, c'était pour justement éviter que les parents vous gueulent dessus parce qu'il y avait trop de bruit.
Donc tout ça, oui, en effet, c'est une période assez spéciale, mais qui répondait aux demandes en fait des clients de ces consoles-là. Et quand vous avez justement l'arrivée de la Super Nintendo et de la Mega Drive, etc., ça va coûter encore plus cher les jeux vidéo. Et en effet, quand vous devez acheter comme il disait, des cassettes à 400 francs, oui, là, le budget familial, il est vraiment différent. Alors que pour la Game Boy, vous avez des jeux à moins de 200 francs, moins de 150 francs. Et on met en place l'échange. Dans les cours des récré, les gamins se prêtent les jeux, en loose, hein, ils prêtent pas les boîtes. Hein. Les boîtes, ça va à la poubelle dès que c'est ouvert, hein, vous connaissez l'histoire. Moi, de mon côté, quand j'ai eu la Game Boy, j'étais déjà un peu plus âgé que les autres. Hein. J'avais 13 ans. Et je venais d'avoir 13 ans, je crois. Et puis, si vous voulez, la Game Boy, moi, j'ai quand même gardé les boîtes dans l'idée, en fait. Parce que j'avais un micro-ordinateur avant. Et sur les micro-ordinateurs, on gardait les boîtes pour ranger les disquettes et les protéger. Et les cassettes aussi, audio. Donc, si vous voulez, j'avais cette culture de garder en fait la boîte. Et par rapport à mes potes au collège qui jetaient les boîtes NES, jetaient les boîtes Game Boy dès qu'ils avaient ou les déchiraient, ils gardaient que le jeu en loose. J'avais cette culture de garder la boîte en fait, moi, par rapport au micro-ordinateur. Et il m'est pas arrivé de mon côté de jeter ces boîtes-là, parce que j'avais déjà 13 ans à l'époque et j'avais pas 6, 7, 8 ans. En effet, peut-être que l'autre génération qui était derrière moi a plus fait ça, voilà. Il y a du blister rigide partout, ouais c'est ça, tu vas faire un malaise. Bah pour te dire, le blister rigide, c'était connoté dégueulasse à l'époque, hein, parmi les joueurs, hein, parce que tout simplement ça venait de Carrefour et des supermarchés. Le blister rigide c'était dégueulasse. Si vous voulez en fait, on a une théorie avec les gens avec qui j'ai parlé en off depuis quelques temps. On a une théorie, c'est que les gens qui sont obsédés par le côté parfait, le côté Crystal Box, le côté boîtier anti-vol, ce sont des gens qui ont fantasmé devant les vitrines sans pouvoir s'acheter les jeux neufs. Fantasmé pendant 6 mois, 1 an, etc. Et ils veulent recréer ça chez eux en fait. Par contre le mec comme moi et d'autres qui ont connu le marché d'occasion et qui ont pu jouer à pas mal de jeux sans forcément parfois les acheter, on n'a jamais fantasmé durant des heures devant une vitrine. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que tout ça en effet a un rapport assez énorme. Salut Sakura. Je vous mets la suite les gars. On va, de toute façon après dans la vidéo on s'arrêtera je pense juste avant 98. Quelque chose comme ça, parce que la Dreamcast et tout, bon, c'est pas forcément intéressant. Mais vous voyez que la manière dont les joueurs ont vécu l'évolution du jeu vidéo est pas forcément différente de la mentalité que l'on a aujourd'hui des joueurs. Et si vous avez vu le tout début du live, je vous ai montré un gamer dans les années début 80 qui jouait à l'Atari 2600 et qui était médecin. Donc ça n'a jamais empêché en fait le jeu vidéo, qui est un loisir, de se cultiver et puis de faire des grandes études et d'avoir un bon métier. C'est la dose en fait. Justement, je pense que les gens qui ont cette addiction, qui pourraient tomber dans l'alcool ou la drogue au niveau drogue dure, certains sont tombés dans le jeu vidéo et en fait ont eu en effet des excès pour certains, mais d'autres ont consommé avec modération. C'est comme la personne qui mange un peu trop, à un moment donné il grossit, il devient obèse, oui. C'est pas pour ça en effet qu'il va s'abrutir au niveau de son intelligence, mais je pense que le côté addictif a un rapport énorme par rapport à ton train de vie, bien sûr. Console qui se branche sur la télévision, et ici vous avez des logiciels spécifiques pour la Game Boy. Je sais pas si vous le savez, la Game Boy fait un boom de 300% cette année. Alors ici vous avez les logiciels Master System et ici les logiciels Mega Drive. Quelle est la différence ? Technologiquement ici on travaille en 8 bits, ici en 16 bits. C'est-à-dire que l'image est beaucoup plus précise dans le cas de la 16 bits. Un langage complètement hermétique pour la plupart des parents. Vous les connaissez les jeux là les enfants ?
Qu'est-ce que vous connaissez par exemple vous? Mais les enfants, eux, s'y reconnaissent très bien. Je connais Super Mario Land, je connais presque tous. Presque tous? Oui. Ce sont des jeux pour un très large public puisqu'on peut... Alors, vous avez vu le langage et l'âge des vendeurs. Je vous répète encore une fois que les vendeurs à l'époque étaient dits spécialisés, venaient en fait de l'électroménager, type Darty, et ça c'est... On a catégorisé pendant très longtemps les vendeurs Micromania comme des vendeurs Darty, parce que les mecs n'y connaissaient rien. Ils venaient de la Fnac, ou ils venaient justement de Conforama. Et ces gens-là, en fait, ont eu extrêmement de mal, en fait, à s'adapter aux nouveaux systèmes et nouvelles consoles qui sont arrivées sur le marché. Nous, on a connu des vendeurs dans les magasins où, justement, quand on leur posait une question, ne comprenaient rien, ne connaissaient pas le produit. Et puis, vous leur parliez... Alors, vous parliez de Final Fantasy à un vendeur à Toys R Us. Le mec, il vous regardait avec des grands yeux, mais c'est quoi? C'est sur Super Nintendo? C'est sur Super Famicom? C'est quoi Super Famicom? C'est vendu qu'au Japon, on n'en a pas en France. Final Fantasy VI, comment tu l'as acheté où? Enfin, les gens qui étaient dans les magasins de jouets à l'époque étaient spécialisés plus dans les jeux à bascule et les Lego que dans le jeu vidéo. C'était une catastrophe. Ça a vraiment commencé à être sérieux à partir de 97-18 où on a embauché des vendeurs spécialisés pour le jeu vidéo, mais avant, sincèrement, c'était une catastrophe. Personne n'allait dans un magasin de jouets acheter, on va dire, un jeu Mega Drive ou des choses comme ça. C'était la famille qui venait. Et puis la famille disait « Oh, je veux le jeu avec le loup-garou, là, je veux le jeu avec le singe, là, qui lance des tonneaux sur Mario, là, vous l'avez, ça ?» Et puis ça s'arrêtait là. On venait pas, en fait, discuter, gameplay avec un vendeur de Toys R Us. En général, les vendeurs qui aimaient le jeu vidéo partaient directement dans les boutiques indépendantes, mais ne restaient pas, en fait, dans ce genre de magasin. Et les vendeurs... Entre 91 et 96, même avant 91, étaient des gens très âgés. Comment tu veux parler à des enfants, en fait, dans ce genre de magasin? C'est impossible. Et voyez, par exemple, là, la personne que je vous ai mis en arrêt image, c'est le genre de vendeurs qui sont commencés à mettre dans ces magasins pour éduquer un peu le client et la famille. Alors, c'est Petit Flèche, tu dis, quand t'as eu la Game Boy à Noël 90, pas longtemps après, ton père en a acheté une autre. Pour lui, je pense, voilà, tu te souviens de Tetris et Tennis pour jouer à deux. Ah oui, c'était bien de jouer à deux, ouais. Puis ton père a rejoué à la console sur PS2 et 360 plus tard. Bah ça, c'est une belle anecdote parce que je pense que Nintendo avait fait déjà des consoles pour jouer à plusieurs. C'était une console en mode solo, mais tu pouvais linker les consoles en effet dans les cours de récré, etc. Ils avaient tout compris, Nintendo. Nintendo a vraiment aidé en fait les joueurs à aimer le jeu vidéo. Hein. Je pense que si Atari était resté là tout seul, avait fait des consoles après et que Nintendo soit jamais revenu en fait, et soit resté dans les salles d'arcade, le duel Sega et Atari n'aurait pas forcément été très très intéressant. Vu que Sega aurait tout écrasé, mais c'est bien de garder le côté, parce qu'il faut imaginer que Nintendo a gardé ce côté enfantin que Sega n'a jamais voulu vraiment imposer au niveau de ses consoles. Ça c'est une alternative qu'on a eue, qui existe encore aujourd'hui heureusement entre la Switch et les consoles modernes de Sony et de Microsoft, mais dites-vous que Sega n'est plus là. J'ai commencé à y jouer très jeune, à 5-6 ans, et l'intérêt du jeu se poursuit jusqu'à l'âge adulte. C'est quand même relativement cher tout ça. Hein. Pour un budget familial classique, c'est quand même très important. Hein. Non, je ne pense pas. Une console qui vaut 1000 francs, si elle permet un amusement qui dure des années et qu'on puisse utiliser tous les jours, l'investissement en vaut la peine. Surtout, tous les gens du foyer peuvent y jouer, et donc le budget est réparti sur tous les membres de la famille.
Ainsi, les ventes de jeux électroniques ont grimpé de 200% en France cette année, reléguant loin derrière les vedettes de l'an dernier, Feu Babar et autres Tortues Ninja. Ses yeux innocents sont-ils en train de reluquer une Kim Basinger en train de s'effeuiller langoureusement? Raté. Il fixe Alex Kidd, un des héros des jeux vidéo. Les modes d'emploi des consoles Atari, NEC, Nintendo et Sega sont aujourd'hui nettement plus compulsés par les jeunes que Voltaire, Stendhal ou Maupassant. C'est avec une énergie éléphantesque qu'ils martyrisent de leurs mains pleines de doigts les manettes en vue de se tailler une bonne place sur l'échelle des scores. Une nouvelle folie que nous explique Jean-Pierre, responsable du rayon au Virgin Megastore. Alors cette explosion s'est déclenchée fin 91 et nous attendions déjà un essor des consoles de jeux qui avaient déjà pris une part de marché sur les ordinateurs familiaux. Mais il faut dire que cette explosion a été beaucoup plus forte que ce que l'on pensait, sans doute dû à la publicité très forte sur ces produits-là, mais aussi que les consoles ont quand même un niveau technique beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années et donc intéressent des jeunes et des moins jeunes. La panacée aujourd'hui, c'est le portable. On l'emmène, on le trimballe partout. Quand le vice s'empare des constructeurs, la désintoxication s'annonce difficile. Je vais vous présenter la palette complète des consoles portables à l'heure actuelle. Vous avez la Game Boy de chez Nintendo, ensuite la console Lynx de chez Atari, la console... Alors vous avez vu que Virgin Megastore à l'époque vendait en import la Super Graphics. Et c'est une console justement qui se vendait également du côté de la Fnac, hein, que moi j'avais vu tourner avec Ghouls and Ghosts, qui était à côté justement de la Mega Drive, de la Super Nintendo, qui était à côté également des micro-ordinateurs type Amiga, Atari ST en 92-93 qui étaient encore là. Et vous avez vu les chiffres, hein, il y a plus de 200% d'évolution au niveau des ventes en 92 et on était à plus de 300% déjà sur le marché de 91. Pour vous dire à quel point voilà, on prend très au sérieux par rapport aux années 80 le marché du jeu vidéo. On est obligé voilà, de montrer que c'est un marché qui va prendre énormément de place du côté des loisirs et des médias, on va dire, culturels. D'ailleurs, le média culturel le plus vendu, je crois, en 2006, ça a été Pro Evolution Soccer, je crois. Et pour vous dire, un jeu vidéo qui est un produit culturel le plus vendu dans l'année, c'était très rare dans les années 80. Et début 90, en général c'était plus voilà, un album de musique, un livre particulier, un film également. Je pense que Jurassic Park en 93, ou un peu plus tard, 94, quand il sort en VHS à un moment donné, ou même je sais qu'aux États-Unis, Moonwalker a été la VHS la plus, je crois, la plus louée ou la plus vendue dans les vidéoclubs. Il y a une histoire comme ça, je sais plus si c'est en location, mais c'était plus du côté des films ou de la musique qu'on avait un média culturel le plus vendu dans l'année. Et là, le jeu vidéo, en effet, prend une part de marché énorme dans tous les magasins, et même les magasins voilà, qui sont pas forcément adaptés vont commencer à vendre ça. Et on a atteint tous les types de joueurs, on a atteint les enfants, on a atteint les adultes, les adolescents, toutes les tranches d'âge. Il y a peut-être les gens voilà, qui ont plus de 70 ans à l'époque déjà, qui sont un peu... Voilà, ils n'ont pas que ça à faire, on va dire. Mais tous les gens en dessous d'une certaine tranche de personnes qui ne sont pas à la retraite, qui sont en activité, on essaye de leur vendre une console. Et en effet, on a des consoles qui sont très chères comme la Neo Geo et la Super Graphics pour les gens qui ont un pouvoir financier assez énorme, établi dans la famille, qui ont peut-être une quarantaine ou une trentaine d'années déjà. Et pour les enfants et pour les parents qui veulent acheter des consoles à leurs enfants ou pour eux, on cherche des systèmes qui ont moins de 1000 francs au niveau de l'investissement.
Et puis au niveau des consoles portables, quand tu vas en vacances, ça permet aux enfants de s'occuper également. Donc il y a le côté accessoire, le côté pratique et le côté ludique qui rentre en compte, avec la compétition également. Alors c'est vrai que 92, voilà, que vous savez, la Super Nintendo qui arrive en France au mois d'avril, et la guerre Sega Nintendo qui va éclore, va rendre difficilement possible une concurrence externe vis-à-vis du marché de Sega Nintendo, c'est-à-dire que Atari va être complètement largué, les micro-ordinateurs vont également disparaître petit à petit au niveau de l'achat que pour le jeu. Amiga, Atari ST, etc., ça va passer aux oubliettes. On voit que les systèmes sont beaucoup plus performants du côté de Sega Nintendo, donc même si les jeux sont chers, voilà, c'est vrai que 400 francs c'est un sacré budget comme il disait, mais vous voyez l'évolution des gamers des années 80, on leur a proposé énormément de choses et on les a fait grandir à travers déjà les années 70 pour certains, avec les jeux d'arcade adaptés sur Atari 2600, Vidéopack, etc. On les a instruits, on les a formés, voilà, à ce que va être le jeu vidéo quand ils vont grandir. Et également on les a attirés du côté des consoles portables pour les vacances. Et puis ensuite, voilà, quand ils avaient peut-être 16-17 ans, on leur a expliqué qu'il y avait un marché également un peu plus onéreux en se procurant des consoles plus chères. Alors on a sorti les consoles 16 bits. Et puis en effet, voilà, c'était une alternative pour eux par rapport aux salles d'arcade où ils ont commencé à aller. Voilà, tout est... niveau marketing, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, les constructeurs. On se rend pas bien compte en fait, mais ils ont agrippé les enfants au plus jeune âge, comme Disney le fait avec les dessins animés, et petit à petit, voilà, on fait grandir l'enfant avec les goodies, les parcs d'attractions, le cinéma, et on éduque en fait le gamin à acheter à travers un média en fait avec lequel ils ont grandi. On les lâche pas en fait. Game Gear de la société Sega, et enfin la console Turbo GT de la société NEC. Le Game Boy de Nintendo et le Game Gear de Sega sont les plus demandés, coût entre 600 et 1000 francs. C'est avec la même attention que le chercheur d'or sélectionnant les précieuses pépites que les vidéophiles endiablés choisissent leur prochain jeu, et le filon est prospère. Je crois que les cartouches de jeu peuvent se comparer aux disques, aux livres. Nous avons des personnes des différentes sociétés qui nous appellent tous les jours et qui nous communiquent les nouveautés. Il faut compter environ 3 à 6 nouveautés par jour, en cartouches Sega, Nintendo et autres. 20 millions de foyers en France possèdent une console, autant dire que cette explosion a des allures de cataclysme. Et dans la bataille infernale que se livrent les grandes sociétés, quels sont les grands vainqueurs? Il y a 2 ex-aequo, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Il y a Sonic de la société Sega, le gentil hérisson. Ah ça c'est beau ça. Les boîtes NES, les PLV, Nintendo, Sega, franchement ça c'est beau. Il y a heureusement avec les imprimantes 3D ou heureusement les artistes qui nous refont du plastique du côté d'AliExpress, on peut retrouver ce genre de logos maintenant qui sont refaits. Mais ça c'est beau parce que ça fait partie de l'histoire et justement le côté nostalgique que vous pouvez retrouver avec ce genre d'éléments en fait dans votre gaming room, c'est pas mal du tout. Ça montre un peu que vous avez participé à ce côté historique en fait de l'évolution du commerce du jeu vidéo. Et enfin, Super Mario, le super plombier de chez Nintendo. Quand toute la journée on est plongé dans les jeux vidéo, lorsqu'on rentre chez soi le soir, est-ce qu'on y joue ou pas? Tu joues toi? Un petit peu, j'avoue que j'ai d'autres occupations aussi qui me prennent beaucoup de temps. Alors Stéphane, c'est quoi qui te plaît dans les jeux vidéo? Dans le jeu vidéo, c'est de s'éclater enfin quoi, de jouer, faire passe-temps enfin quoi. C'est génial. Tu préfères les devoirs ou les jeux vidéo? Les jeux vidéo. Nintendo, Sega ou Atari, 3 marques qui en quelques années ont mis au rencard le jouet traditionnel. C'est la fièvre du jeu vidéo et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car quand les enfants dorment, eh bien ce sont les adultes qui se mettent devant les consoles. Bonjour, tu es sur la ligne de Maître Sega. Si tu as un problème sur un jeu, ou si tu désires des renseignements sur Sega, appelle-nous. Bienvenue chez Maître Sega. Tu
tu te prends pour Ayrton Senna? C'est parti. Sega, c'est plus fort que toi. Rayon jouet désert, nous sommes pourtant un mercredi à une semaine de Noël. Les tracteurs ne font plus recette et pour la première fois cette année, les ventes de jouets traditionnels baissent. L'attaque a été soudaine, en moins de 2 ans, même Mickey s'est fait dépasser par les nouveaux héros des enfants, Super Mario, le petit plombier italien, et Sonic le hérisson. Ils sont les maîtres du marché des jeux vidéo, un marché qui représente plus du quart des ventes de jouets en France, dominé par les géants japonais, Nintendo et Sega. En moyenne, on peut noter que le marché progresse encore de 20% cette année, alors qu'il était déjà assez élevé l'année dernière. Et surtout avec les nouvelles versions qui se font cette année, ça a progressé encore plus. Première console de jeu portable, la Game Boy s'est imposée dans la panoplie du collégien branché, aux côtés du Walkman ou du blouson chevignon. Mais aujourd'hui, la mode est à la console de salon, boîtier magique qui, branché sur la télévision et nourri de cassettes, plonge l'utilisateur dans un véritable dessin animé dont il est l'acteur. Parce qu'il y a beaucoup de bonhommes et puis on les tue facilement. Parce que c'est rapide et c'est bien. On peut jouer à 2, il y a 2 bonhommes, un blanc et un bleu. Fluidité des mouvements, finesse des graphismes, vitesse, plus d'une trentaine de couleurs et 8 voix stéréo, rotation d'écran, zoom et même faisceau infrarouge, les jeux fourmillent d'astuces pour rendre... Il y a beaucoup de bonhommes et on les tue facilement. Voilà. Ce sont les gens aujourd'hui voilà, qui ont des vitrines chez eux avec des jeux Mint en état Tortue Ninja. Voilà. C'est la génération là, c'est cette génération là qui aujourd'hui collectionne, fait du rétro gaming. Ce sont des gens voilà, qui ont été happés par Nintendo dans ces années début 90 du côté de la Super Nintendo qui mesurait 1m25 ou 1m30 et errait dans les magasins en fantasmant sur les vitrines et petit à petit voilà ces gens-là ont voulu en effet récupérer ces jeux qu'ils n'ont jamais pu se payer parce que ils n'ont pas connu le marché d'occasion et ils ont vu et revu des jeux neufs dans des vitrines et en ayant un jeu à Noël par-ci par-là, et je pense que ces collectionneurs-là, en fait, qui étaient très très jeunes en 92-93, qui avaient 6-7 ans, bah, ce sont les étagères-man d'aujourd'hui, les gens qui dépensent le plus d'argent à travers une belle pièce, comme ils aiment bien dire. Et bon, si vous voulez, je pense que chacun a sa façon de collectionner, bien sûr, hein, mais on peut voir l'impact qui a été fait du côté de Nintendo dans les setups des vitrines des magasins Toys R Us ou des supermarchés. Ils avaient leur petit coin jeux vidéo avec leurs vendeurs dédiés derrière le comptoir, qui avait le logo Nintendo, qui avait tous les PLV, etc. On était entouré dans un monde déjà façon Disney pour éduquer le joueur du futur à garder en fait à l'esprit que Nintendo c'est la meilleure marque, c'est la belle qualité, etc. Donc je pense de mon côté que le côté magasin en effet a impacté énormément sur la mentalité aujourd'hui des collectionneurs ou des fans de rétro gaming qu'on a aujourd'hui, hein. Punaise, la Nintendo Scope, tu étais borné au bout de 15 minutes de jeu. Alors fallait pas, il fallait pas, je me souviens, mettre ton œil complètement dedans, fallait l'écarter un peu, sinon c'était flou. Ouais, marketing béton, c'est ça va être gracieuse, ouais. Dessin animé dont il est l'acteur, c'est la découverte de l'interactivité. On se rend plus compte de ça aujourd'hui, c'est ça. D'ailleurs, il y a pas mal de gens également qui avaient déjà peut-être un côté un peu trop évasif dans la vision des choses. Et je pense que le côté imaginaire a beaucoup plu aux enfants dans le monde du jeu vidéo. Et certains, en effet, ont eu tendance plus à s'inventer une jeunesse ou une vie d'adolescent à travers le jeu vidéo. Parce que malheureusement, peut-être que voilà, dans leur famille ou à l'école, ils n'avaient pas forcément les résultats ou une vie heureuse. Donc je pense que les jeux vidéo ont aidé pas mal de gamins. Hein.
Faut pas s'imaginer que le gamin, même qui a chez lui une Neo Geo ou une Super Graphics, il a une vie heureuse autour du jeu vidéo. Quand il sort du monde du jeu vidéo, peut-être que sa vie est assez difficile, donc ça lui a permis voilà, de s'évader, de penser à autre chose. Combats et luttes plus réels. Des jeux souvent violents, mais alors que l'enfant est passif devant la violence télévisuelle, ici il peut agir. Et pour qu'il ne se sente pas seul au pays de la vidéo, Nintendo et Sega ont même un service Minitel et un téléphone vert ouvert aux doléances, astuces ou conseils, qui reçoit jusqu'à 40 000 appels par mois chez Sega, mais aussi des clubs de joueurs, 900 000 adhérents chez Nintendo, parce que le jeu vidéo se veut convivial. Avec mon copain ? Avec ma sœur. Avec mon grand frère, mon petit frère et mon voisin. Écrasant Atari et Amstrad, qui ne pèsent plus que 5% du marché du jeu vidéo en France, les deux géants japonais ont envahi le marché avec des produits pourtant très chers. Cela d'autant que l'incompatibilité... Mais en fait, regardez, quand on regarde Nintendo et le marketing qu'ils ont fait, j'ai l'impression qu'on parle d'une secte en fait. Vous adhériez à Nintendo, vous appeliez au téléphone pour avoir les conseils d'un mec qui vous répondait, parce que c'est vrai qu'on a eu tout à l'heure le côté Maître Sega, où Maître Sega, finalement c'est un espèce de répondeur, et c'est des gens qui sont briefés à vous répondre d'une manière. Franchement, Maître Sega, c'était de la merde. Il y a un mec là sur internet qui était un des maîtres Sega, c'était pas le maître Sega, mais bon, sincèrement, voilà, je ferai pas de commentaires. Si vous avez envie d'écouter voilà, ce qu'il raconte, il n'y a aucun souci. Maintenant, je pense que voilà, il a un petit côté un peu schizophrène. Je sais pas quel maître Sega c'était, si ça en était vraiment un, je sais pas, mais bon, bref. Je vais pas être méchant, mais pour vous dire le club Nintendo, voilà, avec le petit journal que vous receviez tous les 2 mois, je crois, un truc comme ça, tous les mois ou tous les 2 mois, il était pas fréquent, parfois il était irrégulier au niveau de la réception. Quand vous achetiez un jeu, voilà, vous pouviez adhérer également au club Nintendo. Nintendo est extrêmement fort, ils le sont encore. Les points de fidélité que vous aviez sur la Switch en achetant des jeux pour acheter un jeu gratuit à la fin sur le store, etc. Malheureusement c'est fini là apparemment de récupérer des pièces comme ça virtuelles, mais Nintendo est extrêmement fort, là où Sega était un peu copieur, faisait du plagiat, mais n'a jamais réussi à entretenir leur clientèle. Et ils ont réussi en plus à partager et à éloigner leur clientèle fidèle en sortant du 32X de la Saturn qui n'a pas forcément marché en France, avec les différents problèmes que l'on a eu, quoi. Nintendo a toujours fidélisé, même quand la Nintendo 64 est sortie avec un format cartouche. C'est hallucinant quand même. Tout le monde fait du CD, et ben non, les fans de Nintendo sont restés parce que les licences étaient fortes. Et puis également, le format les a pas dérangés, ils ont fait confiance à Nintendo. Par contre, je pense que si Sega avait sorti une Saturn avec un format cartouche, alors là, je pense que la console se vend encore moins que prévu. Des machines entre elles, y compris au sein d'une même marque, impose à chaque changement de console de renouveler toute la collection de cassettes de jeux. Avec un jeu, il faut compter un minimum de 1200 francs avec 2 manettes et un jeu. Un véritable culte qui, malgré des prix élevés, touche toutes les classes sociales sans distinction de revenus. Cela grâce à des opérations de marketing qui font des jeux vidéo non seulement des produits, mais aussi d'excellents supports publicitaires permettant de vendre aussi bien de l'électronique que des chaussettes, des céréales ou des yaourts. Alors, si vous n'en pouvez plus de voir vos enfants collés à leur console depuis hier, eh bien il ne fallait pas leur offrir pour Noël des jeux vidéo. Consolez-vous de ces consoles, vous n'êtes pas les seuls, la folie Sega et Nintendo atteint toutes les familles. Nicolas Vinclair, Bruno Girondon, mode ou phénomène de société? Une peluche innocente et frétillante,
Ce genre de jouet n'amuse souvent guère plus que les parents. Pour beaucoup d'enfants, en effet, tout cela, c'est déjà de la préhistoire. Voici avec quoi s'amuse la génération montante, celle du tout électronique. Désormais, les jeux vidéo représentent 40% du marché du jouet. C'est dans le domaine du loisir l'une des grandes révolutions de ces dernières années. Nous sommes ici dans une caverne d'Alibaba, imposante et froide. Ce sont les entrepôts de Sega. Vous ne saurez jamais où ils se trouvent, c'est top secret. Il y a ici 2 millions de cassettes. Elles auront toutes été Aïe aïe aïe. C'est pas ouf cet entrepôt, franchement. Avec tous les jeux Nintendo là. Aïe 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 aïe. Ça fait rêver ça. Pour les collectionneurs aujourd'hui, qui sont fanatiques justement de ces entrepôts avec les boîtes contenant les 6 ou 12 jeux en fait d'un même titre. Là, vous imaginez, vous retrouvez en fait Poki & Rocky 2, vous retrouvez des dead stock, comme ils aiment bien dire, là, de jeux FAH, là. Ah là là, je pense qu'il y a des gens qui vont devenir fous, là, en trouvant ce genre de trucs dans les entrepôts. Malheureusement, aujourd'hui, certifié que le carton date bien de 92 ou 13, vous retrouvez des Castlevania 4 Super NES FAH, là, cachés dans un entrepôt lointain à Beauvais ou je ne sais où, là, en Alsace, également du côté de Strasbourg. Ça pourrait être un truc de malade. Aux États-Unis, il y a des gens qui font des recherches comme ça de traçage au niveau des entrepôts où des produits ont été restockés et puis jamais, pas jamais réouvert, mais des dead stocks d'anciens Toys R Us justement, ou d'anciens magasins de jouets indépendants où on a entreposé des vieux jouets. Il y a une collection de maîtres de l'univers qui a été découverte appartenant à un magasin de jouets indépendant qui a fermé dans les fin 90 du côté du nord de la France, là, qui a été découvert en fait dans un petit entrepôt là avant démolition. Ils ont les nouveaux achetants justement du terrain et du local ont revendu tout ça sur eBay pour des fortunes en fait. C'est parti. Faut imaginer l'état mint, jamais ouvert de l'usine. expédiés et vendus d'ici 3 mois. Le jeu vidéo, c'est aujourd'hui aussi une question de chiffres, l'histoire d'un combat à grands coups de milliards entre les géants Sega et Nintendo. En France, le budget publicitaire s'élèvera cette année à plus de 200 millions de francs. Notre budget de pub en 1992 est de 180 millions de francs. Au niveau mondial, le chiffre d'affaires de Sega s'élèvera cette année à plus de 16 milliards de francs. Le chiffre d'affaires mondial de Nintendo est estimé à 25 milliards de francs sur 92. Les industriels japonais ont aujourd'hui un but avoué, tout faire pour que le jeu vidéo fasse partie de la vie quotidienne des Français. Exemple, ce service SOS. Ici, on ne joue pas, on travaille. 40 personnes testent de nouveaux jeux et surtout répondent aux questions angoissées des clients aux prises avec les difficultés d'un jeu. À ce moment-là, il y a tout un tas de mots qui s'indiquent. Alors King Hippo, quand vous lui donnez un coup de poing dans la bouche quand il lève son bras, ok, là il va être étonné, il va falloir lui donner des coups de poing dans le ventre. Aujourd'hui, les deux géants japonais investissent des sommes colossales dans la recherche. Les jeux qui sortiront seront dans quelques mois ou quelques années toujours plus puissants, toujours plus réalistes. Il n'y a guère plus que les rêveurs et les poètes pour affirmer qu'il reste possible de s'amuser avec 2 bouts de bois et un morceau de ficelle. Faut-il brûler les jeux vidéo? À la demande de Véronique Nayers, la Commission de sécurité des consommateurs enquête actuellement sur les dangers réels ou supposés de ces jeux électroniques qui auraient déjà provoqué quelques cas d'épilepsie. Le point tout de suite avec Nicolas Vinclair et Alain Saint. Défier des armées de spectres ou des tribus de monstres difformes, c'est pour des millions d'entre vous une activité quotidienne. Mais ces jeux-là sont-ils vraiment inoffensifs? Depuis près d'un mois, la Commission de la sécurité des consommateurs Donc voilà, on est en 93, les psychologues et puis les femmes célibataires qui ont 70 ans s'intéressent au monde du jeu vidéo, Mortal Kombat 3, l'épilepsie, Doom, la guerre, enfin Doom n'est pas encore là, mais vous voyez, on s'intéresse à tous ces phénomènes d'armes, de déviance à travers le monde du jeu vidéo.
Et puis les parents commencent à se dire mince, on a éduqué nos enfants d'une manière peut-être pas tout à fait correcte, parce que... Mais tout ça vient à partir du moment où Sega arrive dans le jeu, parce que si Nintendo est là, et Nintendo continue à faire du Zelda, du Mario, des petits jeux tranquilles, ça n'a rien de méchant. C'est plus, on va dire, Sega qui a un peu foutu le bordel au niveau... de l'agressivité dans le monde du jeu vidéo en amenant les salles d'arcade Sega dans les salons, alors que Nintendo, les jeux Super Nintendo sont pas en salle d'arcade, la plupart, sauf des éditeurs tiers comme Capcom, Taito, Jaleco, etc., Konami, etc. Mais si vous voulez, Nintendo fait des choses assez calmes. Et 93, ouais, c'est un petit tournant pour la mentalité des familles où justement on n'a pas trop envie forcément d'acheter une nouvelle fois des jeux vidéo à ses enfants, comme Mortal Kombat ou des trucs comme ça, quoi. Maintenant, les jeux vidéo ne se sont jamais autant vendus dans le monde en 93. On est sur un produit exponentiel au niveau des ventes. Et les compagnies investissent de plus en plus dans ce média-là. 93 également, ça va être un moment où le cinéma va arriver en masse sur les consoles de jeux, avec les films de Spielberg comme Jurassic Park et puis d'autres titres. Donc les enfants auront envie également de s'identifier à leur star du cinéma. On a vraiment... former une génération de gamers dans les années 90. C'est pour ça que je vous dis, j'ai mis le titre un peu humoristique, voilà, les joueurs dans les années 80-90 étaient badass, parce que ils ont pas eu, les joueurs qui étaient fans de jeux vidéo n'ont pas eu forcément l'occasion de souffler. Ils ont joué à tout ce qui sortait tant qu'ils pouvaient, même légèrement en retard. On avait énormément de médias et de systèmes différents. Micro-ordinateur, console de jeu, salon, console portable. On a essayé le Virtual Boy également pour certains, là qui n'a pas été distribué en France, qui est arrivé en import du côté de certaines boutiques indé à un moment donné, mais on a essayé les casques virtuels un tout petit peu. Il y a eu le film Le Cobaye également qui est arrivé et qui a essayé de mettre en valeur le futur du monde du jeu vidéo. Mais il fallait quand même être un sacré hardcore gamer pour suivre l'évolution du jeu vidéo, parce que ça n'arrêtait pas. On était en pleine évolution technique, même au niveau du concept du jeu vidéo, parce que, mis à part la différence entre ces salles d'arcade et puis les consoles de salon toutes gentilles avec Mario Bros, Donkey Kong, Pac-Man, quand les salles d'arcade sont arrivées de façon générale sur les consoles de jeu avec Sega, et puis Nintendo qui a fait de plus en plus place également aux éditeurs tiers, même s'il y avait ce label, attention, pas de sang, pas de violence, pas de décapitation, des choses comme ça pendant très longtemps, parce que même Contra, Probotector, où on se bat contre des ennemis qui viennent d'une autre planète, on se bat pas contre d'autres ennemis humains, justement, où on a cette connotation agressive, où on tue d'autres humains, Nintendo, c'est toujours resté assez gentil, voilà. Par contre, NEC, c'est marrant parce que dans la vidéo, on parle un peu de NEC du côté du Virgin Megastore, où NEC a été vendu, mais les vendeurs ne sont pas plus spécialistes que le vendeur de Toys R Us du produit NEC, donc ils se fient à la jaquette très très souvent, et on n'a jamais vraiment réussi à mettre en valeur les jeux PC Engine du fait de la barrière de la langue. Il y avait ça également, voilà. L'utilisation des jeux vidéo par les enfants. Il faut bien se faire une raison. Les soldats de plomb et les trains électriques n'ont aucune chance de quitter les greniers. Alors puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, évitez de jouer dans l'obscurité, écartez-vous d'au moins 2 mètres du champ de bataille et faites une pause toutes les 2 heures. C'est, paraît-il, le meilleur moyen d'éviter l'asphyxie des neurones et donc la surchauffe. Le Multimédia World Show. En clair, le plus grand salon multimédia se tient actuellement à Paris, l'occasion de jeter un œil sur les nouveautés qui vont envahir les chambres de vos enfants, notamment la PlayStation. Je ne sais pas ce que c'est, mais Patrice Pelé et Claude Sicard, eux, le savent. Ce qui marche en ce moment, c'est ça. Cette nouvelle console de jeu, c'est la PlayStation.
Les PlayStation coûtent aux environs de 2000 francs. Avantage suprême, elles permettent désormais de se passer des gros ordinateurs multimédia à 12 000 francs pour lire les CD-ROM. On est maintenant 6 fois moins cher, on offre un rendu graphique et des jeux d'un intérêt tout particulier. Je crois que les jeunes ont bien compris que c'était le nouveau format qu'ils développaient avec le CD-ROM. Avec la PlayStation, plusieurs milliers de CD-ROM interactifs sont proposés. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les meilleurs jeux ne sont pas fabriqués et pensés aux États-Unis ou au Japon, mais en France. La plupart des équipes qui créent les titres sont des équipes françaises. On a un creuset culturel français qui est très très fort. On les recherche, les Américains viennent nous chercher pour la qualité de l'imaginaire, pour la qualité de l'infographie, pour la qualité de la musique. Et la plupart des titres que vous voyez sont recherchés par le monde entier. Fort dans les jeux, mais aussi dans les thèmes culturels. De plus en plus, les créateurs se penchent vers ce créneau qui se développe lentement et qui devient une source de savoir pour les jeunes, mais aussi pour les adultes passionnés. Des logiciels pour apprendre les maths, des logiciels pour apprendre la lecture, des logiciels pour apprendre les langues. Et par exemple ici vous voyez une méthode pour apprendre la guitare. Vous avez la position des doigts qui sont référencés, vous pouvez suivre sur la partition et vous avez plein de morceaux connus que vous pouvez apprendre à jouer. Je sais pas, le jeu c'est le joueur qui fait quelque chose, quoi. Là on subit l'histoire, alors c'est à un moment donné les combats sont finis, on est là. Et puis c'est tout, quoi. Longtemps, dire d'un film qu'il était tourné comme un jeu vidéo était une insulte. Aujourd'hui, les influences sont réciproques. Certains réalisateurs comme Besson en sont proches dans leur style et même dans leur façon de raconter leurs histoires. PlayStation 2, dernière née des consoles de jeu, selon son constructeur Sony, elle est plus performante que tout ce qui a été fait jusqu'ici. Et comme cela a été bien dit, certains sont venus du monde entier pour la trouver. Je pouvais pas louper ça, quoi. J'ai toutes les consoles, celle-là elle sort, je me suis dit il faut que je vienne ici et que je la prenne. C'est obligé. Résultat, des milliers de machines vendues dès ce matin. Sony prévoit d'écouler 1 million de consoles dans les 2 premiers jours et espère vendre 100 millions d'exemplaires en tout. Il faut dire que le coup a tout pour réussir. Le constructeur a jusqu'ici entretenu un savant mystère autour de la PlayStation 2. Puissante, elle peut lire les CD, les DVD et dans un avenir proche se connecter à Internet. Tout cela... Édouard Perrin. Des héros vaillants, un vaste... Ils viennent s'affronter par écran interposé après l'école ou le travail. J'arrête de détruire. C'est comme le jeu des soldats, des petits plombs. Les soldats en petits plombs, tout le monde a joué à ça quand on est petit, sauf que c'est l'ordinateur qui s'occupe des règles. Et on joue contre des êtres humains et pas contre un ordinateur. Et le fait d'être ensemble physiquement au même endroit, c'est absolument fabuleux. Moi, je vois des gens qui discutent vraiment, qui font des concours. Il y a eu le bridge, il y a toujours le bridge d'ailleurs, il y a d'autres jeux. Mais il y a vraiment, moi je ne suis pas un grand pratiquant de jeu, mais il y a des gens qui parlent vraiment de concours, de championnats, qui se rencontrent, qui ont des... Alors vous avez vu dans ce panel de fin d'année 90 et début 2000 justement où vous avez la PlayStation 2 qui arrive, on a les cybercafés où les gens également passent leur temps sur les PC à jouer en réseau. Le réseau c'est tout nouveau autour de 95-96. La PlayStation également permet de jouer en réseau si tu as 2 télés et 2 PlayStation pour jouer à certains jeux, c'est un peu le bordel au tout début, mais ça commence à se faire et sincèrement, voilà, comme je vous disais, les joueurs des années 90, c'est des joueurs qui n'ont pas eu le temps de souffler, qui ont passé leur journée, leurs années à suivre l'évolution du jeu vidéo parce que justement il y avait des produits technologiques qui n'arrêtaient pas de sortir sur le marché. En 94, je crois qu'à un moment donné, il y a une dizaine de consoles qui sont disponibles à l'achat. Ça va se tasser un tout petit peu avec le temps, bien sûr. Mais les choix sont énormes, les jeux sont énormes, il y a des variations énormes au niveau du gameplay, des plaisirs de jeu. Depuis 92, le mode des jeux versus est vraiment démocratisé en effet dans les salons avec la Super Nintendo et Street Fighter 2, mais juste avant on avait pour certains qui ont pu avoir la Neo Geo un an avant en France en 91. Ils ont pu jouer à certains titres en effet qui sont arrivés du côté des bornes d'arcade sur la console AES, mais il y a certains genres de jeux, voilà,
qu'on a pu découvrir sur console de salon qui n'était pas présent sur micro-ordinateur, comme les beat'em all. Il y avait du run and gun, hein, bien sûr, on a eu l'adaptation sur PC Amstrad, Commodore à l'époque de Contra avec Grisor, mais les consoles de jeu c'était vraiment un gameplay vraiment différent de ce qu'on nous proposait, des simulations de vol, simulations de course, etc. Et moi de mon côté je suis assez content d'avoir connu cette époque là, même si en effet tu pouvais pas jouer à tout, c'était impossible, voilà. Mais le fait d'être un gamer dans les années 90, ça représentait quelque chose qui n'est pas forcément visible aujourd'hui à travers les collections des joueurs. C'est-à-dire que on passait plus de temps à jouer, échanger et revendre qu'à garder nos jeux et les collectionner, etc. Là où en effet, aujourd'hui c'est une mentalité complètement différente, je pense. On est plus parfois dans l'objet collector, on est plus dans l'idée d'acheter un produit qui a de la valeur aux yeux des autres, etc. Les gamers des années 80 et 90 n'en avaient rien à faire de savoir à quoi ressemblait la boîte, la jaquette, la valeur du jeu une fois acheté, etc. On était vraiment dans le gameplay. Il n'y avait rien d'autre qui comptait. Quitte à revendre sa machine préférée qu'on avait achetée 1 an avant pour acheter la nouvelle qui sortait. Alors bien sûr, il y avait beaucoup plus de choses sur le marché. Ce qui faisait tourner les machines aujourd'hui, mis à part l'évolution d'une Xbox ou d'une PlayStation, il se passe pas grand chose. Du côté de la Switch, voilà, ça reste. Et puis les consoles sont aujourd'hui assez souvent rétro-compatibles, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Quand vous aviez une NES, vous pouviez pas jouer aux jeux NES sur la Super Nintendo. Il y a la Game Boy qui est arrivée un peu avec le Super Game Boy, mais en général, on n'achetait pas une console pour jouer aux anciens jeux. Alors que là, aujourd'hui, vous avez PlayStation et Microsoft qui font très très souvent des consoles rétro-compatibles. Il n'y a pas forcément de grande différence entre les jeux. Il n'y a pas de concurrence non plus. On fait les mêmes licences parfois sur les mêmes consoles, sur les deux consoles différentes. Mis à part Nintendo qui a gardé sa force de ce côté-là. Mais moi je regrette pas cette époque et je suis assez content d'avoir vécu cette époque-là, que je pense qu'on ne revivra jamais malheureusement vis-à-vis du commerce et puis de l'évolution technologique, voilà. Puis oui, t'as raison Nico34, les brocantes, ça arrivait à un moment donné où ça a permis à des gens de se débarrasser des consoles qu'ils ne voulaient plus à des coûts vraiment très très faibles, hein, par contre. Hein. Alors qu'aujourd'hui, la brocante, ça sert plus en effet à récupérer des objets de valeur à des prix largement plus élevés au niveau du jeu vidéo que dans les années 90, où on considérait pas forcément ce média comme un produit de collection, mais un produit de distraction pour les enfants. Aujourd'hui, le jeu vidéo en brocante, c'est considéré comme un objet de collection, de spéculation. Et c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo aujourd'hui sur le marché du jouet, sur la chaîne, faudrait que je vous montre ça. Il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, justement, autour du monde des jouets, des cartes Pokémon. C'est très intéressant le parallèle qu'il a fait avec justement le côté collection, le côté mafia et spéculation également des réseaux où on a mis en vente des produits qui ne valaient pas ce prix-là, justement pour servir. Il a expliqué quelque chose auquel j'avais pas pensé, mais il a expliqué que les cartes Pokémon, justement au Japon, en Asie, en général, en fait, servent aux Yakuza et aux mafieux, en fait, pour blanchir leur argent. Et ça, c'est très intéressant, en fait, ce parallèle avec le monde du jeu vidéo, où on sait que Watagames et d'autres compagnies ont spéculé sur le marché en montant la valeur des jeux, en surévaluant le produit pour faire monter des produits d'occasion derrière. C'est très intéressant en fait de voir justement la valeur qu'on peut donner à un jeu lors d'une vente aux enchères, racheter son produit, comme ça a été le cas sur les cartes Pokémon, et
et quelque part réinvestir son argent sale dans ce même produit. Faudrait qu'un jour on en parle de cette histoire-là, si vous voulez, on fera ça prochainement, mais cette vidéo justement où on parle de la spéculation et de la manipulation du marché, aujourd'hui le monde du jeu vidéo malheureusement enfin du rétro gaming surtout, a été galvaudé dans son essence même au niveau du plaisir de jeu et du gameplay par ce genre de personnes qui sont juste là en fait pour faire de l'argent sur le dos des clients en leur faisant croire qu'un jour leur jeu prendra de la valeur. Alors que c'est eux qui ont fixé une valeur à un jeu où il n'y a pas d'acheteur au final. Voilà. Bah écoutez les gars, sur ce, passez une bonne soirée. Je vous embête plus. Et puis, je vous dis à bientôt.